observons aujourd'hui pour étudier l'anatomie des testicules droit et gauche et du scrotum qui les contient. Très souvent, quand ce sont des organes pairs, on décrit un seul côté, mais il y a en l'occurrence quelques particularités, notamment de vascularisation. C'est pour cela que nous décrirons les deux côtés. Un petit schéma tout simple pour commencer. Nous pouvons représenter ici un tronc humain, donc ici avec le rebord costal, la région de la symphyse pubienne, ici les contours du tronc, et nous pouvons mettre ici la région de l'ombilic, et nous pouvons voir que les testicules, qui sont donc des gonades, vont être situés dans une poche cutanée externe, en avant de laquelle se placera le pénis. Et dans cette poche cutanée, nous allons trouver les testicules, que je mettrai ici volontairement d'une couleur un peu plus vive, en violet, pour voir qu'il s'agit d'une structure interne. Ces deux testicules sont donc situés de manière extra-abdominale, ce qui est une particularité. En effet, si l'on fait l'homologie avec la femme, gonade qui sera l'ovaire, eh bien l'ovaire est intra-abdominal, intra-pelvien. Il y a donc là une externalisation de ces gonades, des testicules, dans le sexe masculin, et l'origine est très ancienne et remonte à l'origine des mammifères. C'est un point commun aux mammifères, et si l'on représente ici un mammifère qui serait à 4 pattes en vue postérieure, alors il y a toute une série de mammifères quadrupèdes, eh bien nous pourrons trouver ici ce scrotum qui pend soit contre la paroi abdominale, soit entre les membres inférieurs, et qui contient ici ces testicules. Donc sur un mammifère, ici, testicules exposés. C'est le cas chez la majorité des mammifères et en particulier des primates. Et l'exposition peut être donc plus ou moins pendante ou plaquée contre la paroi abdominale. Ceci est compris lorsque l'on regarde l'embryologie. C'est un cours que vous avez fait d'embryologie, d'organogénèse et de biologie du développement, notamment avec le professeur Manuel Marc, auquel il faudra se référer, et que nous avons vu également en anatomie générale de l'appareil génito-urinaire. Nous pouvons quand même rappeler que les gonades sont à l'origine indifférenciées et sont liées au métanéphros. Si l'on représente ici un petit schéma d'embryologie très sommaire, nous aurions ici la gonade qui est proche du mésonéphros, qui va présenter un conduit, on dit parfois canal, un conduit qui sera le conduit mésonéphrotique, qui va descendre jusqu'à la région du cloaque. Ce conduit mésonéphrotique est aussi appelé le conduit de Wolff, avec un certain nombre de petits conduits accessoires qui partent ici de la gonade, qui est à ce moment-là en position lombaire et indifférenciée. Puis, il y aura la différenciation mâle en testicule et femelle en ovaire. Il y a également un conduit paranéphrotique que je mets ici en orange. Ce conduit paranéphrotique, ou conduit de Müller, va s'atrophier dans l'espèce humaine chez le mâle. Donc en bleu ici le conduit de Wolff mésonéphrotique et le conduit de Müller ici paramésonéphrotique. Et nous allons voir qu'il y a l'arrivée ici dans la région du cloaque, puis différenciation des différents organes. Et dans le sexe masculin, l'ensemble va venir faire une migration depuis la région lombale pour descendre et se retrouver de façon externalisée, extérieure, où nous aurons ici la gonade, donc ici maintenant chez l'homme le testicule. L'essentiel sera formé par le conduit de Wolff ou paramésonéphrotique qui donnera notamment ici le conduit déférent qui viendra se jeter, comme nous l'avons vu, au niveau de la prostate, dans le conduit éjaculateur, avec comme glande accessoire, nous l'avions évoqué, la vésicule séminale en étudiant la prostate, conduit éjaculateur, et c'est une terminaison
dans l'urètre prostatique. Voici ici ce conduit et qui est donc sorti de la paroi abdominale par le canal inguinal que nous avons étudié avec la paroi abdominale, et nous reverrons ces éléments avec le cours sur le conduit déférent dans son ensemble. Donc voici cette gonade qui est maintenant en situation extérieure, le testicule, ici masculin, bon, par définition, et il n'y a que de petits résidus du conduit de Wolff. Il y a en l'occurrence l'idatide, ici sessile, au niveau du testicule, nous en reparlerons. C'est un tout petit résidu du conduit de Wolff que je mets ici en pointillé, puisqu'il disparaît grâce notamment à des hormones anti-mullériennes. Et le dernier élément qui reste, c'est l'utricule prostatique que nous avions vu au niveau de la prostate et qui est donc ici l'extrémité restante du conduit de Muller. Il est impératif de comprendre cette évolution des conduits mullériens et wolffiens pour voir toutes les anomalies de disposition qui peuvent exister, les malformations à ce niveau. Il y aura donc, à un moment donné, descente de la gonade de la région lombaire vers la région pelvienne, ce qui est vrai chez l'homme et chez la femme, puis il y aura une descente à travers le canal inguinal pour devenir externe dans le scrotum. Nous pouvons représenter le testicule globalement, chaque testicule globalement, comme ayant une forme ovoïde ou ellipsoïde. Il y a une petite différence, il y a souvent des confusions entre les deux, mais un ovoïde est quelque chose qui va avoir un pôle qui sera plus développé que l'autre. Voici ici un ovoïde, comme la plupart des œufs, alors qu'un ellipsoïde est quelque chose qui aura deux pôles de la même taille. Donc on trouve souvent que le testicule est ovoïde. En fait, il est sans doute plutôt ellipsoïde, c'est-à-dire avec un grand diamètre, un petit diamètre et donc un volume de révolution autour d'un axe vertical. En l'occurrence, l'axe du testicule sera oblique vers le bas et l'arrière, et nous pouvons ici représenter un testicule, sera le testicule droit, que nous allons représenter en vue médiale et trouver ici cette forme ovoïde. Donc testicule droit, en vue médiale, nous allons le repréciser. Voici ce testicule droit, qui a donc un axe, un grand axe, qui est oblique vers le bas et l'arrière. En effet, c'est ici un testicule droit en vue médiale. Donc nous aurons l'avant qui est à gauche et le haut qui est en haut. L'aspect du testicule est relativement lisse et blanc, ceci parce qu'il est recouvert d'une membrane dont nous reparlerons tout à l'heure avec la structure qu'on appelle la tunique albuginée ou tout simplement albuginée, donc structure blanche liée à cette coque fibreuse du testicule. Testicule en latin, en terminologie anatomique internationale, testis. Testis qui signifie aussi le témoin. En effet, le testicule a été dès l'origine considéré comme le témoin du sexe masculin et de la virilité. C'est à la fois le témoin dans un tribunal, mais c'est aussi le témoin du fait qu'il s'agisse d'un sujet ou d'un individu mâle, et ceci dès la naissance. Nous reparlerons encore de cette position au niveau de la naissance. Et en grec, le terme est orchis. Orchis. Le terme de testis est essentiellement utilisé comme dérivé en anatomie, testiculaire, artère testiculaire, etc. Orchis, du grec, va essentiellement être utilisé en pathologie. Et nous aurons notamment le radical orchi ou orchide, orchi radical ou orchide, et d'où par exemple une orchialgie
la douleur du testicule, une orchidectomie, enlever le testicule, une orchidographie, fixer le testicule. Et ceci donne également le radical terminal orchidie ou orchide, orchidie ou orchide, qui va être par exemple utilisé dans l'anorchidie, donc âne privatif, orchidie, absence de testicule, ou cryptorchidie, cryptos caché, donc un testicule qui n'apparaît pas ici dans cette région, nous allons en reparler, donc cryptorchidie qui est assez fréquente à la naissance. Nous pouvons voir aussi que ce terme d'orchis, qui va donner des pathologies comme l'orchite, l'orchiépididymite, eh bien, a donné aussi son nom à une fleur, ou à une série de fleurs, une famille de fleurs, qui sont les orchidées, qui sont bien sûr très connues, des fleurs qui sont rares, ceci par l'aspect de la partie tubéreuse qui a une forme ovoïde qui a évoqué très tôt un testicule. Et c'est pour ça que classiquement, on dit qu'il ne faut pas offrir, il n'est pas correct d'offrir des orchidées à des femmes, puisqu'en fait, on offre des testicules. Si l'on regarde ce testicule, nous pouvons évoquer les dimensions. Le grand axe est donc oblique vers le bas et l'arrière, et c'est le grand axe donc par définition, et qui va représenter à peu près 5 à 6 cm. On peut considérer que c'est la longueur, sachant qu'elle est donc oblique. 5 à 6 cm, c'est-à-dire, je vous rappelle qu'en médecine, il est assez facile de calculer en travers de doigt. Un travers de doigt fait 2 cm, donc on est entre 2 travers de doigt et demi et 3 travers de doigt de grand axe. Le petit diamètre va être de l'ordre de 4 cm, 4 cm de petit diamètre, donc x 4, et le testicule est en fait aplati entre sa face médiale et sa face latérale, et on a en général à peu près 3,5 cm d'épaisseur. Donc voici ces dimensions, 5 à 6 cm, et on peut en calculer le volume qui est de l'ordre de 25 millilitres. Ce qui, puisque la densité va être très proche de 1 pour un tel parenchyme, correspond à peu près à 25 grammes. À la naissance, on a une taille qui peut être de l'ordre de 1,5 cm, c'est-à-dire une petite amande, et c'est au moment de la puberté, qui a une plage assez large chez le garçon, on va dire entre 9 et 14 ans, que le testicule prend son développement plein et donc passe de la taille de 1,5-2 cm à 5-6 cm de grand axe et prend tout son volume. C'est un marqueur de la puberté et il existe des tables, notamment la table de Tanner, avec des indicateurs de la puberté chez le garçon, et la taille du testicule est un très bon indicateur. Et c'est d'ailleurs le premier indicateur, c'est-à-dire la première chose qui va se manifester, c'est l'augmentation de taille du testicule, ensuite modification du scrotum, du pénis, apparition de la pilosité. Donc c'est un marqueur très précoce et extrêmement intéressant. C'est d'abord le testicule qui se développe, car en plus d'être une gonade, eh bien, il y a des cellules endocrines, comme nous allons le redire avec l'étude de la structure tout à l'heure. Les testicules peuvent être très conséquents dans certaines espèces animales, surtout lorsqu'on le regarde en poids absolu. Par exemple, chez le taureau, chaque testicule pèse entre 600 et 700 grammes. Chez le cheval, on est entre 500 et 600 grammes. Chez le bélier, 300 à 500 grammes. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des organes qui sont très volumineux et qui, du coup, sont utilisés en alimentation. C'est ce qu'on appelle les animelles, de animaux mais au féminin. Les animelles, on dit aussi rognon blanc. C'est la spécialité dans certaines régions, et en particulier les testicules de bélier, puisqu'ils font 300 à 500 grammes, vont être particulièrement utilisés, et ce sont donc ces rognons blancs. Si l'on regarde toujours ces problèmes de taille et de disposition, nous l'avons dit, cette descente testiculaire va se faire avant la naissance, et à la naissance, chez le nouveau-né, les testicules doivent normalement être dans le scrotum.
C'est un des premiers gestes que l'on fait à la naissance pour le nouveau-né, c'est de voir si les testicules sont bien en place. S'ils ne sont pas là, d'un côté ou des deux, c'est ce qu'on va appeler une cryptorchidie en un premier temps, c'est-à-dire que le testicule est caché, ou éventuellement une anorchidie. Et il sera important de traiter cela très rapidement, car en effet, les cellules de la gamétogénèse, de la spermatogénèse, sont très sensibles à la température et, en l'occurrence, vont être lésées à une température de 37 degrés qui est à l'intérieur du corps. Donc il sera important de rapidement externaliser ces testicules afin de préserver leur fonctionnement physiologique et aussi éviter une stérilité secondaire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand il y a des testicules cryptorchides, on va donc les extérioriser, les fixer, mais ça peut être une augmentation, la cause d'une augmentation de fréquence des cancers du testicule, donc de dégénérescence, c'est-à-dire qu'il faudra malgré tout surveiller les éléments. Ce qui est assez fréquent aussi chez le nouveau-né et chez le jeune enfant, jusque vers 1 an, c'est d'avoir des testicules ascenseurs ou testicules oscillants, donc entre guillemets, ce sont des expressions classiques, les testicules ascenseurs ou testicules oscillants, ça peut être un ou deux côtés, qui en fait de temps en temps sont dans le scrotum et puis vont remonter à l'anneau inguinal externe. Là aussi, ça passe en général avec l'âge, donc on est à 3 à 5% chez le nouveau-né, on est à 1% à 1 an, mais au-delà, il faut effectivement le traiter, les fixer en extérieur pour éviter donc ces lésions du tissu, du parenchyme testiculaire. Nous avons une structure qui n'appartient pas au testicule, mais qui lui adhère de façon prononcée et qui lui est donc liée, et on le décrit ensemble, c'est ce qu'on appelle l'épididyme. Épididyme qui va avoir la forme d'une virgule à grosse extrémité supérieure, c'est-à-dire qui vient ici s'enrouler autour du testicule en se rétrécissant progressivement de taille du pôle antérieur au pôle postérieur du testicule. Cette structure donc qu'on appelle épididyme, épi en grec au-dessus, didyme, didymos, ça veut dire jumeau. C'est aussi le signe des gémeaux au pluriel. Donc épididyme, c'est ce qui est au-dessus des gémeaux ou du jumeau, au-dessus des gémeaux, et les gémeaux sont un synonyme, les jumeaux, un synonyme ancien de testicule, puisqu'il y en a 2. Il est d'ailleurs notable de voir que ces testicules ont un nombre de synonymes tout à fait faramineux comparé à d'autres organes, comparé au foie ou au rein. Synonymes qui, pour beaucoup, sont considérés comme populaires, voire vulgaires, et à tel point qu'ils peuvent être censurés de manière automatisée sur un certain nombre de sites. Il est de base pour un médecin de connaître ces termes, ne serait-ce que pour comprendre son patient et aussi pour pouvoir entretenir le répertoire des chansons classiques médicales. Parmi ces noms, les bonbons, les bijoux, les noisettes, et j'en passe, on considère qu'il y en a plusieurs centaines. Donc épididyme au-dessus du jumeau, didyme étant un synonyme jumeau des 2 testicules, comme les noix, les noisettes ou les bonbons. Cet épididyme, le voici, et il coiffe donc le bord postéro-supérieur du testicule avec un sillon que l'on va trouver entre le testicule et l'épididyme, qui est le sillon testiculo-épididymaire. Et il y a une adhérence qui est le plus souvent très marquée, avec parfois juste une petite fente où on peut donc soulever l'épididyme du testicule, mais une adhérence qui est marquée. Nous en verrons la signification tout à l'heure avec la structure. Nous sommes déjà là dans des voies génitales, dans des voies excrétrices. Cet épididyme va avoir plusieurs parties. La partie la plus renflée en avant et au-dessus du pôle supérieur du testicule s'appelle la tête, tout logiquement. Donc c'est la tête de l'épididyme. On parle aussi, en latin, ça s'appelle caput, la partie capitale. Puis la quasi-totalité de l'épididyme sera le corps. Et enfin,
Donc ici, le corps. Et enfin, nous aurons en bas la queue de l'épididyme. Donc tête, corps, queue, qui sont ces parties de l'épididyme que cauda en latin. Tête, corps, queue, que voici. La forme, la comparaison est souvent faite avec un cimier de casque. Alors un cimier de casque, c'est une sorte de décoration qu'il y a sur un casque que l'on trouve depuis l'Antiquité, mais également jusque sur des casques récents, et notamment au niveau de la guerre de 1870. Voici ici un casque, et sur ce casque, eh bien, nous aurons ici le cimier qui vient se placer de manière sagittale au sommet du casque. Alors il y avait un certain nombre de pompiers aussi qui avaient un cimier sur les casques, et parfois on peut avoir ici une petite structure tubulaire avec des poils. Et donc ici, cet épididyme va se prolonger au niveau d'un angle très aigu, en épingle à cheveux. C'est ce qu'on appelle parfois l'anse épidydymodéférentielle, par le conduit déférent. Voici ce conduit déférent qui fera l'objet d'un cours spécifique et que je mets ici en place. Nous verrons qu'en fait, le conduit déférent longe la face médiale du testicule, et pour le représenter ici, nous l'avons écarté de sa situation normale. Ici, la poursuite des voies séminales ou voies génitales réclinées, il serait normalement contre la face médiale. Une grande différence actuellement validée entre un canal est une structure osseuse ou ostéofibreuse, alors qu'un conduit est une structure viscérale. En latin, c'est ductus, le conduit. Les testicules vont présenter une séreuse qui est un vestige de la prolongation du péritoine qui s'est engagé dans le canal inguinal avec le testicule lors de sa descente. Nous reverrons cela en étudiant le conduit déférent proprement dit et le cordon spermatique, mais nous allons en dire quelques mots. Chez l'adulte, il n'y a plus de communication entre la cavité péritonéale et cette séreuse qui est ici au niveau du testicule et qu'on appelle la vaginale testiculaire. Vaginale testiculaire que nous mettrons ici en vert, donc la vaginale testiculaire. Cette vaginale testiculaire, c'est donc une séreuse. Je vous rappelle qu'une séreuse, il y a une anatomie générale et on retrouve cela pour un grand nombre d'organes. Pour le cœur, la séreuse cardiaque, c'est le péricarde. Pour les poumons, c'est la plèvre. Pour l'intestin, c'est le péritoine. Et là, en l'occurrence, cette séreuse s'appelle la vaginale testiculaire ou tunique vaginale. Cette tunique va être un sac fermé de toutes parts. Donc il faut imaginer un sac scellé de toutes parts, comme on ferait des sacs pour mettre des choses sous vide. Simplement, il y a juste un petit peu d'espace entre. Et ce sac vient se recourber autour de l'organe. À l'origine, on communiquait avec la cavité péritonéale. Donc, primitivement, nous avons ici la cavité péritonéale qui va venir passer dans le canal inguinal et faire une prolongation ici qui va entourer le testicule. Nous mettons ici l'anneau inguinal. Et donc, à l'origine, la vaginale testiculaire communique avec la cavité abdominale. Et puis, ceci va venir s'obturer, ce qui fait que chez l'adulte, nous aurons ici la région donc, testiculaire, et nous n'aurons plus qu'une petite partie qui sera entourée donc, par les deux feuillets d'une séreuse, ici. Nous aurons ensuite un vestige fibreux qu'on appelait parfois le ligament de Cloquet. Puis nous avons ici l'anneau inguinal et le péritoine, lui, reste dans la cavité abdominale. Donc l'embryologie ici, l'organogénèse est à nouveau importante. Ce sont des cours spéciaux, nous l'avons dit, embryologie et anatomie générale de l'appareil génito-urinaire que nous avons vu.
nous pourrions rajouter l'épididyme. Nous sommes ici sur une vue qui serait de type antérieur. On verrait essentiellement la tête ici de l'épididyme. Voilà l'épididyme pour bien voir qu'effectivement, c'est l'ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cela correspond à ce que l'on trouve en anatomie générale. On le trouve même également au niveau de tendons. Nous l'avons déjà vu. Si l'on prend ici un organe, par exemple, pourrait être la rate, eh bien, pour que cet organe puisse glisser dans une cavité contre les autres organes et ou contre les parois, c'est ici une coupe de l'organe que je fais, section de l'organe, eh bien, nous allons avoir cette disposition de séreuse avec un feuillet qui sera viscéral, accolé au parenchyme, plus ou moins accolé au parenchyme, parfois avec une présence de capsules ou pas entre le parenchyme et la séreuse. Puis, nous trouvons ici une ligne de réflexion pour avoir le feuillet pariétal. Ça, c'est de l'anatomie générale. C'est exactement aussi ce que nous avons vu pour les gaines synoviales des tendons en anatomie générale de l'appareil locomoteur. Donc, deux feuillets qui sont en continuité et qui viennent se réfléchir au niveau de cette ligne de réflexion ici. Donc, ce n'est ouvert de nulle part. Et à l'intérieur, il y a donc un espace, plus ou moins on dit virtuel car il est très fin, avec un petit peu de liquide, un liquide séreux qui ressemblerait un petit peu à un liquide synovial. Ceci va donc, puisqu'il y a là du liquide, permettre à l'organe et de glisser contre les organes voisins et de glisser contre les parois, en l'occurrence ici, contre l'autre testicule et contre le scrotum. Et il y a toujours dans ces dispositions obligatoirement un emplacement qu'on appelle le méso entre les deux lignes de réflexion qui reste non recouvert de séreuse pour que les vaisseaux et les nerfs puissent arriver. Donc ici, nous sommes dans l'anatomie générale d'une séreuse. Ce sont des cours d'anatomie générale que nous avons faits, mais un petit rappel ici pour bien montrer le lien. Et donc, par cet endroit, peuvent arriver les vaisseaux, artères qui va venir se ramifier, et puis partir les veines qui réunissent plusieurs rameaux. Nous aurons éventuellement des lymphatiques suivant les organes. Bon, la rate n'a pas de lymphatique classiquement. Et également des petits filets nerveux. C'est ici donc le île de l'organe et une forme de méso. Au niveau du testicule, nous allons faire une vue latérale, une vue médiale pour voir la projection de la ligne de réflexion. En effet, l'épididyme va être principalement extravaginal, hormis au niveau de la tête et de la face latérale. Donc nous allons faire deux petites vues, une face médiale, une face latérale. Face médiale ici, donc avec la même orientation, avant, haut, voici la vue médiale. Nous allons remettre, bien sûr, l'épididyme, et nous allons pouvoir ici mettre la tête qui coiffe le pôle supérieur, le corps, puis l'épididyme s'effile progressivement jusqu'à la queue, puis ce sera la jonction avec le conduit différent, avec cette forme en épingle à cheveux, c'est l'anse, classiquement appelée anse épididymo-déférentielle. C'est ici une vue latérale, et je vais représenter maintenant le conduit déférent dans sa position normale, c'est-à-dire qu'il vient en fait se replier ici à la face médiale, en général avec un aspect sinusoïdal, et puis va venir se prolonger par le conduit déférent qui remonte ici à peu près au niveau de la jonction tête-corps de l'épididyme et qui va monter verticalement dans ensuite ce qu'on appellera le cordon spermatique. Voici ici le conduit déférent.
sur la face médiale, dans sa position normale. Ici, nous l'avions écarté. Et naturellement, ce conduit déférent sera extravaginal. Ce sera donc une limite déjà assez intéressante pour voir ce qui est recouvert de séreuse ou pas. Puisque bien sûr, en histologie, nous aurons le plan séreux, un épithélium fin et tout à fait typique. Nous allons représenter cette séreuse donc en vert clair, voir qu'ici elle va faire un petit récessus supérieur, qu'elle va entourer la tête, la ligne de réflexion, puis ici va croiser à peu près en diagonale la face médiale du testicule. Donc la moitié postéro-supérieure est extravaginale, alors que la tête de l'épididyme et la moitié antéro-inférieure de la face médiale sont intravaginales. Voici un petit cul-de-sac supérieur, et voici ici la réflexion. J'écarte volontairement les structures pour que l'on puisse avoir un espace vaginal, mais qui en fait est bien sûr quasiment virtuel. Donc tout ça est tapissé de vaginal, et ici nous avons l'espace qui est augmenté de taille, qui en fait est virtuel. Sur un testicule normal, on ne voit pas le liquide. Donc tout cela est tapissé de séreuse, la vaginale testiculaire, et ça vient se réfléchir sur le deuxième feuillet, qui est donc un feuillet pariétal. Donc ici, ça c'est recouvert de séreuse. Ça c'est la vue médiale. Sur la vue latérale, c'est assez proche. Si on peut mettre donc. Ceci signifie aussi que quand on ouvre la cavité vaginale, eh bien voilà ce qu'on peut voir. On est limité par la ligne de réflexion. Donc quand on ouvre cette séreuse, on voit la tête, on voit la partie inféro-antérieure du testicule, mais ensuite on bute. Là, on est extra-séreux. Si on fait la vue latérale, eh bien cela va être inversé. Nous aurons ici le testicule donc en vue latérale avec l'avant qui est maintenant à droite, et nous pourrons préciser ici que l'épididyme est légèrement décalé sur la face latérale, c'est-à-dire qu'on voit l'épididyme déborder sur cette face latérale, avec ici donc la tête, mais un débord, vous voyez, qui se fait ici, qui empiète sur la partie latérale, et on voit mieux l'épididyme en vue latérale qu'en vue médiale. Et puis ici vers le bas, ce sera la jonction avec le conduit déférent. Voici donc l'épididyme en vue latérale, avec un sillon épididymo-testiculaire dans lequel il y aura un petit peu de séreuse qui rentrera entre l'épididyme et le testicule. Le conduit déférent, quant à lui, est donc parti ici au pôle inférieur. Il part sur la face médiale, on ne le voit pas, et on va le retrouver ici sur la vue latérale, montant verticalement, rejoignant le cordon spermatique. Conduit déférent que nous étudierons donc dans un cours spécifique. Et si nous regardons maintenant la séreuse, eh bien, la ligne de réflexion va être un peu plus étendue vers l'épididyme. On va retrouver ici le même cul-de-sac supérieur qui vient englober la tête de l'épididyme, mais aussi ici la partie inférieure, inféro-antérieure de l'épididyme, du corps et de la queue. Et puis voici ici le sac épididymaire que j'écarte volontairement à nouveau du testicule. Nous sommes là dans la cavité qui est virtuelle. Je vous l'ai dit, en réalité, il y a du liquide mais qui ne se voit pas. C'est une très fine lame. Et tout ceci est donc recouvert de séreuse. C'est la vaginale, le feuillet viscéral de la vaginale. Donc, voici ces éléments. Ce qui est donc très important de voir, c'est que tout le testicule et tout l'épididyme ne sont pas recouverts par la séreuse, par ce sac, ce qui fait que là,
vers le haut sur l'épididyme, l'accès, ou sur le conduit déférent, l'accès est directement à travers le tissu conjonctif qui enveloppe l'ensemble, alors qu'ici, par la partie basse, il faut ouvrir cet élément. Bien entendu, et j'en redirai un mot avec la structure, bien entendu, il peut y avoir ici une dilatation de ce liquide, une augmentation de quantité de liquide, c'est ce qu'on appelle l'hydrocèle. Je referai un petit schéma tout à l'heure. C'est le fait qu'il y ait un épanchement liquidien et donc qui va donner un gros testicule, nous en reparlerons. Cette vascularisation testiculaire va être particulière à double titre. D'une part, je vous rappelle que l'origine de la gonade, en l'occurrence différenciée de façon mâle en testicule, est au niveau lombaire. Et qu'il y a ensuite cette descente, cette migration testiculaire. Eh bien, les artères naissaient ici à ce niveau lombaire, à peu près au niveau de L2, du mésonéphrose, de la gonade placée en regard du mésonéphrose. Et donc, lors de la descente, l'artère va être entraînée, va passer par le canal inguinal et va rejoindre le testicule. C'est l'artère testiculaire qui naît en L2. Et donc, nous allons ici faire un petit schéma que nous avons déjà pu faire de nombreuses fois, pour rappeler cette vascularisation de façon très schématique. Voici ici l'aorte abdominale, la bifurcation aortique, donc aorte. Ici, bifurcation aortique en L4 et artère iliaque commune. Nous allons mettre ici la région du hiatus aortique, aorte thoracique au-dessus, aorte donc thoracique en dessous. Le premier tronc qui naît, important, c'est le tronc cœliaque qui classiquement se trifurque en artère gastrique gauche, artère splénique et artère hépatique commune. Tronc cœliaque qui naît en T12, c'est juste un petit rappel, donc je fais cela en petit, nous l'avons vu de très nombreuses fois. Puis nous avons au niveau de L2 la naissance des artères rénales droite et gauche. En effet, les organes génitaux urinaires sont à ce niveau des systèmes pairs, artère rénale au niveau de L2. Au niveau de T12, le tronc cœliaque, et en médian, nous avons en L1 l'artère mésentérique supérieure et en L3 l'artère mésentérique inférieure. Donc ça, ce sont des repères classiques pour l'aorte. Ici, le tronc cœliaque, ensuite l'artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure en L3, et voici ici ces éléments avec les artères rénales en L2. C'est en L2 également que vont naître les artères gonadiques, en l'occurrence ici artères testiculaires. Ces artères gonadiques seront plus longues chez les individus masculins, puisque la gonade, testicule, est extra-abdominale, alors que l'ovaire reste intra-abdominal. Nous voyons ici naître donc au niveau de L2, qui peut en dessous de la naissance de des artères rénales, L1, voici ici en L2, ces artères qui vont être rétropéritonéales, qui vont ensuite gagner le canal inguinal, qui est oblique vers le bas et le dedans, puis vont aller verticalement dans le cordon spermatique pour rejoindre le testicule. Donc ici, voilà ces artères qui naissent de chaque côté et vont rejoindre le testicule. Nous sommes passés ici dans le conduit, dans le canal inguinal, orifice interne, orifice externe du canal inguinal. Nous l'avons vu et nous en reparlerons aussi avec le déférent. Donc très longue artère et qui sera bien sûr fondamentale pour la vascularisation du testicule et donc la viabilité du testicule, c'est-à-dire à la fois la partie endocrine, sécrétion des hormones mâles, mais aussi la fertilité et la gamétogénèse. Cette artère arrive donc à la partie supérieure du testicule. C'est ici une vue antérieure, ce qui fait qu'on n'a presque pas d'obliquité
d'avant vers l'arrière. Voici ici les testicules de chaque côté. Et dans cette disposition en vue antérieure, nous voyons la tête de l'épididyme qui coiffe l'ensemble. Ici, tête de l'épididyme que voici, et puis qui part légèrement, on l'a dit, sur la face latérale. Voici cet épididyme. Et cette artère va se diviser en plusieurs branches. Antérieure qui va rejoindre le pôle antérieur, postérieure qui va rejoindre le pôle postérieur, qui va longer l'épididyme et qui va également donner une branche qui se divisera en nombreuses branches pour la face médiale et une branche pour la face latérale. Donc voici ici cette vascularisation. C'est donc l'artère testiculaire qui est une artère donc gonadique et qui naît en L2. Voilà, artère testiculaire, droite et gauche. Pour ce qui est veineux, et c'est en cela qu'il est intéressant de pouvoir comparer les deux côtés, vous vous souvenez sans doute qu'il existe une asymétrie de drainage veineux des veines gonadiques. En effet, du côté droit, la veine testiculaire va se jeter directement dans la veine cave inférieure, qui est à droite de l'aorte, alors que du côté gauche, elle va se jeter dans la veine rénale gauche. Nous pouvons ici placer la région de la veine cave inférieure. Là aussi, ce sera donc très schématique. La hauteur ici des veines rénales, qui passerait donc ici. Voici la veine cave inférieure, qui va passer en haut dans le foramen de la veine cave au niveau du diaphragme, c'est-à-dire qui remonte plus haut que l'aorte. Cette veine cave est placée sur le flanc droit de l'aorte abdominale, et je ne reviens pas en bas sur la constitution de la veine cave inférieure, bien sûr. Voici ici ces éléments qui donneront veine commune, iliaque commune, droite et gauche. Voici donc la veine cave inférieure qui tout en haut reçoit les veines hépatiques. Donc ici, veine cave inférieure qui franchit un hiatus fibreux au niveau du diaphragme, c'est le foramen de la veine cave inférieure. Eh bien, les veines gonadiques, veines testiculaires en l'occurrence, ne sont pas uniques, mais viennent former un plexus. Elles sont multiples et viennent ici former un réseau veineux autour de l'artère testiculaire. Donc un plexus veineux que l'on trouve à ce niveau et non pas un tronc unique. Donc voici ici ce plexus veineux plus ou moins développé suivant les individus, j'en redirai un mot dans un instant, et en général, c'est au-dessus du canal inguinal que nous allons trouver une seule veine et parfois veine dédoublée. Cette région ici de drainage veineux est un plexus veineux qu'on appelle le plexus pampiniforme. Plexus pampiniforme, P-A-M-P-I-N-I-forme, du latin pampinus qui veut dire pampre. Pampre, c'est la grappe de raisin. Et en fait, ici, donc très tôt, dès les débuts de l'anatomie, eh bien, on s'est rendu compte de cet aspect en grappe, en quelque sorte, que donnait l'aspect de ce retour veineux. Et ce n'est qu'au-dessus que ce plexus va donner une veine qui se draine directement dans la veine cave inférieure du côté droit, veine qui va venir se jeter dans la veine rénale gauche du côté gauche. Ceci puisqu'il y a une différence de longueur entre veine rénale droite et veine rénale gauche.
Pour mémoire, c'est à peu près en face que nous avons l'arrivée de la veine suprarénale. Donc voici cette disposition rappelée de façon très schématique, et surtout de voir qu'il y a là quelque chose qui est donc très à distance, et si on coupe une artère gonadique très haut, bien entendu, c'est l'ensemble qui va être exposé. Bien entendu aussi, dans ce trajet, l'artère testiculaire sera fondamentale, et lorsqu'elle est lésée, on aura une nécrose du testicule. Ceci aussi, nous allons le redire dans un instant. Artère testiculaire. Les lymphatiques vont suivre les mêmes voies, c'est-à-dire qu'ici, nous aurons des lymphatiques et des lymphoneux qui vont venir rejoindre, eh bien, notamment les chaînes pré-aortiques. Ceci explique que dans des cancers du testicule, eh bien, il peut y avoir un envahissement lymphatique, des adénopathies métastatiques qui vont être ici situées très haut au niveau abdominal, par ce drainage qui suit les voies veineuses. Le plexus hypogastrique qui est ici situé dans la cavité pelvienne et que nous avons étudié. Donc il y a deux innervations, une innervation qui sera une innervation somatique qui vient donc par les nerfs du plexus lombal et sacral, nerf génito-fémoral et nerf pudendal, le nerf pudendal lui qui arrive par le périnée, partie antéro-supérieure plutôt génito-fémorale, partie postéro-inférieure plutôt le nerf pudendal, et qui seront notamment véhicules de fibres de la douleur. Et nous avons ici une innervation viscérale, sympathique et parasympathique, qui vient du plexus hypogastrique. Nous en reparlerons avec le conduit déférent. Et là, ce sera notamment le contrôle du muscle de la paroi déférentielle pour l'éjaculation. Nous pouvons maintenant représenter cette vascularisation sur une vue médiale du testicule. Nous allons remettre les différents éléments. Donc, je vous rappelle ici le pôle supérieur, c'est ici la face médiale, le testicule étant légèrement aplati dans le plan transversal, c'est-à-dire que nous avons là 3,5 cm à peu près d'épaisseur, 5 à 6 cm de longueur, de grand axe, oblique vers le bas et l'arrière, et environ épididyme, avec donc la tête, le corps, et puis cela vient s'effiler pour former la queue. Voici l'épididyme. À nouveau, nous retrouvons cette face médiale. Un sillon entre l'épididyme et le testicule qui est surtout marqué sur la face latérale avec une fente et un peu de séreuse qui vient s'insinuer, croiser à peu près la jonction tête et corps. Ici, un aspect flexueux, sinusoïdal, jusqu'à cette jonction entre l'épididyme et le conduit déférent. Conduit déférent qui longe donc obliquement vers le haut et l'avant la face médiale du testicule. Ici, donc, un testicule droit en vue médiale. Voici le conduit déférent. Donc, déférent. Ici, nous avons ici bien un testicule droit et c'est une vue médiale avec donc l'avant à droite, le haut en haut. Le vaisseau principal, c'est l'artère testiculaire qui arrive le long du conduit déférent et nous la retrouverons avec l'étude du cordon spermatique, artère testiculaire qui est importante et qui va venir se diviser en différentes branches. Une branche antérieure vers le pôle antérieur du testicule, une branche postérieure qui va descendre le long de l'épididyme, une branche médiale que nous trouvons ici sur cette face médiale et nous trouverons une branche latérale qui est bien sûr sur l'autre face. Ces branches vont ensuite pénétrer dans le parenchyme testiculaire
pour vasculariser ce parenchyme et les ductules contournés. Nous pouvons peut-être le surligner ici en blanc. Voici ici cette artère testiculaire qui, je vous rappelle, est donc très particulière puisqu'elle naît au niveau de L2 et a un trajet extrêmement long, passant par le canal inguinal, puis par le cordon spermatique pour arriver ici à la partie supérieure du testicule, artère testiculaire. Mais il y a également d'autres branches, deux autres branches qui peuvent être en quelque sorte des voies de suppléance ou en tout cas qui sont intéressantes à noter, mais pas du tout aussi importantes que l'artère testiculaire. C'est tout d'abord l'artère déférentielle. L'artère déférentielle est une branche de l'artère iliaque interne et souvent d'ailleurs une branche de la partie perméable de l'artère ombilicale. Donc ici, nous avons la naissance de l'artère iliaque interne, externe, interne, et c'est une branche de l'artère iliaque interne. Cette artère déférentielle va venir suivre le conduit déférent sur toute sa longueur et viendra s'anastomoser avec la branche postérieure ici de l'artère testiculaire. C'est une artère qui est beaucoup plus grêle, mais qui vient d'une part vasculariser le conduit déférent sur toute sa longueur, mais aussi former une anastomose ici au niveau du pôle postérieur du testicule. Donc nous avons ici l'artère testiculaire, qui est la plus importante, artère gonadique, donc ici aorte L2, et puis nous avons là l'artère, le terme propre serait artère du conduit déférent, qui est souvent appelée artère déférentielle, qui vient donc de l'artère iliaque interne et le plus souvent, beaucoup de variantes, mais le plus souvent de l'artère ombilicale. Il y a encore une autre artère que nous comprendrons mieux avec l'étude du cordon spermatique, qui est l'artère spermatique. Cette artère spermatique est ici un peu à distance, elle est aussi moins importante, elle est située au niveau du plan fibreux qui entoure cette région. Donc ici, une troisième source artérielle qui est l'artère spermatique, qui peut venir donc compléter l'ensemble. Artère ici spermatique. C'est une artère qui est au niveau du tissu fibreux qui enveloppe le cordon et elle vient donc ici d'artère de la paroi et en l'occurrence l'artère spermatique vient de l'artère épigastrique inférieure. Artère épigastrique inférieure, c'est-à-dire artère pariétale. Nous en reparlerons par la suite. Si nous regardons maintenant le système veineux qu'il faudrait superposer, je fais ici un schéma volontairement plus petit. Donc, bien sûr, l'ensemble se superpose et nous le reverrons avec l'étude du conduit déférent au niveau du cordon spermatique, c'est-à-dire de sa partie funiculaire ou de sa partie cordonale. Les veines vont ici former un plexus qui vient entourer l'artère et le conduit déférent. Voici l'artère et le conduit déférent ici, et l'artère. Et nous allons trouver ici donc l'artère, je ne mets juste qu'un élément, mais nous trouvons surtout ce plexus veineux qui vient entourer l'ensemble, plexus veineux qui est appelé plexus veineux pampiniforme. Plexus veineux pampiniforme et qui draine donc les différentes veines de la région. Plexus veineux pampiniforme, comme nous l'avons déjà dit. Il se drainera dans une veine testiculaire, plus haut, qui se jette à droite dans la veine cave inférieure, à gauche dans la veine rénale gauche. Ici, veine rénale gauche,
veine cave inférieure, et ici, cette veine testiculaire qui est issue du plexus pampiniforme. Ce plexus pampiniforme peut très fréquemment être dilaté de manière congénitale et déjà chez le sujet jeune, formant un paquet variqueux. Donc un épaississement de ces veines que l'on va pouvoir palper au niveau du cordon, avec donc une dilatation, et ceci s'appelle un varicocèle, qui est ici, une varicocèle qui est cette dilatation du plexus veineux testiculaire. Donc ceci va donner un aspect un petit peu comme différents cordons que l'on va palper sous la main, et il peut y avoir un aspect esthétique car la dilatation peut devenir extrêmement importante et être une cause finalement de grosses bourses. On peut aller jusqu'à plusieurs centimètres de largeur pour cette dilatation, et donc souvent c'est pour des questions finalement esthétiques au départ que la personne vient consulter. Ceci peut arriver très jeune, un côté ou les deux. Il y a donc là cette notion d'arrivée de l'artère avec quelque chose qui est très long, et cette artère est vitale pour le testicule. Si vous coupez l'artère, vous allez avoir une nécrose testiculaire. Qui dit nécrose testiculaire dira stérilité et dira perte de la sécrétion hormonale. Si c'est d'un côté, ce sera compensé de l'autre, mais vous n'avez plus de sécurité, vous avez déjà tiré une cartouche, donc il ne vous reste qu'un testicule, donc bien entendu, il faut essayer de préserver cela. Il y a une pathologie qui est fréquente chez le sujet jeune, souvent entre 12 et 18 ans, qu'on appelle la torsion testiculaire. La torsion testiculaire, c'est une pathologie aiguë, extrêmement importante en pathologie d'urgence et qu'on trouve donc en chirurgie d'urgence, qui est vitale, peut-être pas vitale au sens propre, mais vitale pour le testicule, et qui est une urgence où il faut opérer classiquement en moins de 6 heures. La personne va se présenter donc entre 12 et 18 ans en ayant une douleur scrotale aiguë au niveau du testicule qui est la caractéristique du début de nécrose. On va faire ici une représentation très schématique de face où nous avons ici le testicule qui sera coiffé par l'épididyme de... Ah, j'ai plus de... Alors, je vais couper, je ne trouve plus mes craies. Il me faut de l'ocre, mais je ne trouve plus d'ocre. Et il est là. Je couperai. Donc ici, nous avons ce testicule, nous avons ici la tête de l'épididyme qui le surplombe, et l'ensemble va être placé dans une structure qui est fibreuse, fascia spermatique et le cordon spermatique, qui contient, et nous le verrons mieux avec le déférent, qui contient le déférent, qui contient l'artère et qui contient le testicule, et qui peut venir se vriller avec 2,5, 3 tours de spire, se vriller. Donc c'est ce qu'on appelle la torsion testiculaire. C'est en fait une torsion du cordon spermatique qui vient se vriller sur lui-même avec des mécanismes qu'on ne comprend pas obligatoirement totalement. Ici, j'ai ouvert l'enveloppe. Donc voilà cette torsion, et donc qui vient en même temps tordre l'artère testiculaire, et donc le flux ne passe plus. Le flux ne passe plus. Ici, nous avons cette torsion testiculaire qui est donc en fait une torsion au niveau du cordon, torsion testiculaire aiguë. Il n'y a plus de circulation dans l'artère testiculaire, nécrose, d'où la douleur, et donc il faut lever la torsion en dévrillant. Et voilà ici ces tours de spire qui sont faits. Il faut détendre le testicule, et en général il faut le fixer sinon ça récidive, et on le fixe par ce qu'on appelle une orchidopexie. Orchido, donc le testicule, orchidopexie on fixe, ou orchidographie,
c'est un synonyme, orchidopexie ou orchidographie. Au bout de 6 heures, la nécrose est telle que le testicule va nécroser, il va se ratatiner et on pourra éventuellement mettre une prothèse d'un point de vue esthétique, mais il ne sera plus fonctionnel. Donc c'est une urgence très importante et très classique, et jusqu'à preuve du contraire, quand on a une douleur aiguë comme ça chez l'adolescent, eh bien, il faut penser absolument à cette torsion testiculaire. Dans le même ordre d'esprit, on a utilisé cela pour la castration. La castration est utilisée notamment en médecine vétérinaire ou de manière en agriculture chez les animaux domestiques pour éviter que les mâles soient agressifs, ne garder que des mâles reproducteurs, mais aussi avoir une qualité de viande qui sera différente. La viande de veau va être plus blanche et moins odoriférante, plus tendre que de la viande de taureau. Donc cette castration est quelque chose d'extrêmement ancien. En l'occurrence, eh bien, une des techniques classiques, c'est de tordre le testicule de l'animal. C'est ce qu'on appelle le bistournage. Bistournage, c'est-à-dire que vous faites une torsion volontaire. Donc en l'occurrence, on serait ici chez un mammifère quadrupède, on peut imaginer, donc taureau, cheval, bélier, bouc, et par une torsion maintenue pendant un instant, quelques minutes on va dire, quelques secondes suffisent, mais quelques minutes, eh bien par cette torsion, on rompt l'artère spermatique et on aura une nécrose et une castration. Aujourd'hui, cette technique du bistournage n'est plus très utilisée, elle est traditionnelle mais plus très utilisée car elle est source de souffrance a priori pour les animaux. Donc une autre technique qu'on a pour la castration de ces animaux domestiques, bovins, ovins, c'est une pince qui vient ici clamper le cordon spermatique, on va le faire de chaque côté, en général pas du même niveau, pour qu'il n'y ait pas de nécrose du scrotum, et on pince à peu près pendant 10 secondes, ça coupe le flux de l'artère et on aura une nécrose du testicule et donc une castration. Pour les chiens et les chats, en général, là c'est une castration chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le scrotum et on va carrément enlever le testicule. C'est une opération qui est extrêmement simple. Je vous rappelle que cette castration a existé aussi suivant les cultures dans l'humanité, de manière très ancienne, puisqu'on a des témoignages déjà plusieurs millénaires avant notre ère. Et on avait donc comme résultat des castrats qui pouvaient être utilisés notamment dans la Chine impériale. Tous les hauts fonctionnaires étaient castrats, ceci sans doute pour éviter la compétition avec les dynasties impériales. Donc ces castrats qui étaient de très haut rang dans la Chine impériale par exemple. Et puis c'est aussi le cas de ce qu'on appelle les eunuques, c'est la même chose, c'est une castration d'un mâle. Les eunuques qui étaient très développés dans l'époque byzantine et dans les harems, ceci par possibilité de fréquenter les femmes dans le harem, ce qui serait impossible pour un mâle sinon. Et puis ceci a aussi été utilisé dans la chrétienté pour des chanteurs qu'on appelait les castrats, ceci jusqu'au 18e, début du 19e siècle, qui avaient donc pas de mue de la voix et qui gardaient une voix d'enfant et qui étaient extrêmement appréciés, extrêmement célèbres. Aujourd'hui, c'est remplacé par ce qu'on appelle les voix de haute con. Après la morphologie externe, après la vascularisation, après la séreuse, nous allons maintenant passer à la structure du testicule. C'est une structure qui est à la limite de l'histologie, donc que vous étudierez de façon beaucoup plus détaillée en histologie, notamment pour ce qui est de l'histologie cellulaire et donc de l'organisation notamment des muqueuses. Mais nous allons maintenant présenter cela car il y a un lien direct avec les applications cliniques. Nous allons ici donc faire une coupe d'un testicule. Ce sera une coupe donc du testicule droit suivant son grand axe. Et nous allons d'abord placer la partie périphérique qui donne cette couleur blanche au testicule et qu'on avait appelé tout à l'heure la tunique albuginée, ou on dit souvent tout court albuginée, qui vient du latin albus, alba, album, l'adjectif qui veut dire blanc. Donc c'est quelque chose qui est très blanc.
Autrefois, on parlait aussi de l'albuginé de l'œil, le blanc de l'œil. Maintenant, on parle plutôt de tunique fibreuse du bulbe oculaire ou de sclère. Donc, nous allons représenter cela en blanc, même si c'est du tissu fibreux, c'est un peu, on va dire, une exception. Et voici ici cette albuginée, donc, qui est une membrane fibreuse inextensible et qui forme une coque autour du testicule qui est ici coupé de manière longitudinale. Donc, nous allons représenter ici l'épaisseur de cette albuginée, qui est une membrane résistante. Lorsqu'elle est rompue, par exemple lors d'un traumatisme, un coup dans les bourses et une fracture du testicule, nous en reparlerons, eh bien, il y aura une issue du parenchyme qui est à l'intérieur, car il existe une certaine pression intratesticulaire qui est retenue par cette membrane inextensible. Donc, quand elles se rompt, on a le parenchyme qui vient faire issue à travers l'albuginée. Voilà cette albuginée, donc testicule. Souvent en médecine, on fait des comparaisons fruitières et légumières. Donc en Alsace, on dit souvent comparable à la taille d'une quetch, donc environ 5 cm de grand axe, 5 à 6 cm de grand axe. Et nous allons voir partir de cette albuginée, convergeant vers la partie supérieure du bord postérieur ou bord postéro-supérieur du testicule, nous allons voir partir des cloisons que nous allons mettre ici en vert, c'est également du tissu fibreux, cloisons qu'on appelle septum ou même septula dans la nomenclature officielle. Septula, ça veut dire des petits septums. Voici ici ces septums, septula, petits septums qui viennent délimiter des loges qu'on appellera les lobules testiculaires. Voici ici donc ces cloisons fibreuses en coupe qui partent de l'albuginée et viennent converger vers cette région supérieure ici qui reste ouverte au niveau de l'albuginée. Voilà donc ces septula, c'est en continuité, c'est du tissu fibreux qui vient ici de l'albuginée à chaque fois. Il y a environ 300 lobules. Il faut imaginer donc que c'est quelque chose de tridimensionnel et nous n'en avons représenté que quelques-uns sur cette coupe. Nous allons retrouver du tissu fibreux ici dans la région supérieure, près du pôle supérieur du testicule. Ce sera un tissu qui vient former ce qu'on appelle le médiastinum testis. Médiastinum testis, c'est-à-dire le médiastin qui se tient au milieu, médiastinum testis, ou médiastin testiculaire, médiastinum testis, et qui est une région caractéristique où passeront des éléments de conduits intratesticulaires. Dans chaque lobule, nous allons trouver maintenant le parenchyme testiculaire. Ce parenchyme testiculaire est constitué par les conduits séminifères contournés. Donc séminifère, fer qui conduit, sémène la semence, donc en l'occurrence spermatozoïde et sperme. Et nous allons trouver de multiples conduits contournés. Au départ, ils sont petits et très contournés en périphérie vers l'albuginée, puis ils viennent s'organiser en arborescence en étant ici, comme leur nom l'indique, contournés. Donc nous trouvons ici une série de tubules contournés, que nous représentons ici et qui viennent présenter un axe selon l'axe longitudinal de ces lobules délimités par les septula. Il y en a plus que ça, j'en représente quelques-uns et ils sont encore beaucoup plus pelotonnés que l'on représente ici. Puis, ils vont se terminer ici vers le haut par des conduits séminifères droits. Donc, conduits séminifères contournés et conduits séminifères droits. Il y en a 2 à 3 en général par lobule. Conduits séminifères droits. Donc, conduits séminifères contournés, conduits séminifères contournés, qui représentent la majorité ou la quasi-totalité du parenchyme, et puis les droits qui sont sur la partie terminale. À partir de là, l'ensemble des conduits séminifères droits vont se jeter dans une formation
réticulé qu'on appelle le rété testis, c'est-à-dire une forme de plexus. Le rété testis, donc ici une sorte de plexus qui vient se former à partir des différents conduits séminifères droits. Et ce rété testis est situé au niveau du médiastin, du médiastinum testis. Rété, réseau, testis, du testicule, puisque la déclinaison en latin, c'est testis, testis. Donc ici, ce rété testis qui est donc situé dans cette partie fibreuse perforée qui est le rété testis. Puis, nous allons trouver des conduits efférents ici qui sortent donc du rété testis et du testicule. Donc l'ensemble ici sera rempli par ce parenchyme testiculaire. Et lorsque l'on regarde cela, par exemple en échographie, qui est un très bon moyen d'exploration testiculaire, on s'aperçoit que le testicule est homogène et en gros on ne voit plus ces cloisons qui sont finalement très fines et que nous avons exagérées. Et nous voyons une structure homogène, comme je le représenterai dans un instant. Ceci représente donc le parenchyme testiculaire. C'est constitué à 95% par ces conduits séminifères contournés. Nous pouvons à présent continuer par l'épididyme. Et nous allons placer ici les contours de l'épididyme que nous avions mis en ocre, avec donc ici la tête de l'épididyme, puis le corps qui vient progressivement s'affiner pour donner la queue, pour se poursuivre par la queue. Il n'y a pas de limite extrêmement précise entre tête, corps et queue. Et nous avons ici cette continuité qui va se faire de l'épididyme, ensuite avec le conduit déférent, comme nous l'avons vu. L'épididyme est lui-même recouvert par une tunique fibreuse assez résistante, et cette apparence, nous avions dit en cimier de casque, ou cette apparence en grosse virgule à extrémité ici supérieure, au-dessus du pôle supérieur du testicule, n'est qu'une apparence, car en fait, à l'intérieur, nous avons toute une série de conduits qui vont former le conduit épididymaire. Donc ici, au niveau du rété testis, nous avons, partant du rété testis, des conduits ici efférents qui vont se jeter dans des cônes qu'on appelle des cônes épididymaires, qui sont ici situés au niveau de la tête et qui viennent constituer le conduit épididymaire. Conduit épididymaire qui est donc pelotonné à l'intérieur de l'épididyme qui paraissait homogène. Et ici, nous ne pouvons pas représenter la finesse de cette structure, mais le conduit épididymaire, qui est donc continu, mesure environ 5 à 6 mètres de long. C'est-à-dire c'est colossal. Nous avons ici une structure qui est aussi longue que l'intestin, mais sur une longueur extrêmement réduite. Voici ce conduit épididymaire qui va venir ensuite se poursuivre par le conduit déférent. Donc ici, le conduit épididymaire et qui est spectaculaire puisqu'il a 5 à 6 mètres de long, alors que, je vous rappelle, la longueur du testicule est de 5 à 6 cm. Donc on a 100 fois plus de longueur, 500 cm, 600 cm. Donc ceci est une structure très fine qui a été d'ailleurs étudiée de manière détaillée pour la première fois par un Strasbourgeois qui s'appelait Ernest Alexandre Laut et qui avait eu l'idée d'injecter le conduit déférent et du coup le conduit épididymaire avec du mercure qui a la propriété à la fois d'être liquide, d'être visible et de pouvoir remplir les conduits et qui a démontré cette structure de façon très claire au début du 19e siècle. Et ce conduit épididymaire, donc contenu dans ce qu'apparaît extérieurement l'épididyme, vient se poursuivre par le conduit déférent, que je représente ici écarté, puisque nous avions vu qu'il longeait la face médiale du testicule. Voici ici le conduit déférent. Donc c'est bien un conduit unique, le conduit épididymaire, qui vient former le conduit déférent. Simplement, le conduit épididymaire est extrêmement replié et vient former ces boucles à l'intérieur de l'épididyme, donc 5 à 6 mètres. Et là, nous sommes sur le conduit déférent que nous avions vu. Nous pouvons
bien sûr, ces parois vont être musculaires, comme le conduit déférent. Ce n'est pas quelque chose de passif. Pour que une substance puisse avancer, c'est pareil dans l'œsophage, c'est pareil dans le tube digestif, il faut qu'il y ait une onde de contraction péristaltique pour amener les éléments, surtout que ça fait 5 à 6 mètres de long. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a là un contrôle nerveux qui est un contrôle nerveux végétatif à ce niveau. Nous pouvons citer ici, on va les mettre en orange, nous pouvons citer ici des petites structures supplémentaires qui sont à la limite là aussi de l'histologie, mais qu'on voit macroscopiquement, qui font 1 à 2 mm, qui sont ce qu'on appelle l'appendice, ici, appendice de l'épididyme, et l'appendice du testicule. L'appendice de l'épididyme est aussi appelé appendice pédiculé, et l'appendice du testicule est appelé appendice sessile. Donc ici, appendice pédiculé et appendice sessile. On les appelle aussi hydatides. Donc le terme officiel, c'est appendice de l'épididyme, appendice du testicule. Et on les appelle aussi hydatides, c'est un nom classique, hydatides, qui vient du grec hydatidé, qui veut dire une goutte d'eau. Donc c'est comme une espèce de petite goutte d'eau posée sur l'extrémité de l'épididyme et du testicule. Alors ce sont des éléments tout petits, mais qui ont la particularité de pouvoir présenter une torsion, et cette torsion sera douloureuse, donc c'est minime puisque c'est quelque chose qui fait 1 à 2 mm, et c'est un diagnostic différentiel de la torsion testiculaire que nous avons évoquée, qui est donc cette torsion au niveau du cordon spermatique, soit en intrascrotal, soit au niveau du cordon proprement dit. Donc ici, torsion des hydatides, et ce qui est intéressant aussi, c'est l'origine embryologique de ces hydatides. Eh bien, je vous rappelle que nous avons évoqué le conduit déférent, qui est une structure dérivée du conduit de Wolff, donc une structure wolffienne. Et ce sera aussi le cas du conduit épididymaire. Et l'appendice pédiculé, ici, sera une structure wolffienne. Donc ceci dérive, est un vestige wolffien. Alors que l'appendice sessile est un vestige du conduit de Müller, qui régresse essentiellement chez l'homme. Il ne reste du conduit de Müller que ici l'appendice sessile, parfois quelques petits éléments supérieurs qu'on appelle paradidyme au-dessus de l'épididyme, et puis c'est l'utricule prostatique que nous avons vu dans la prostate. Sinon, toute la longueur du conduit de Müller disparaît. Nous pouvons ensuite rappeler dans la structure qu'il existe ici une séreuse qui ne va recouvrir qu'une partie de l'épididyme et qu'une partie du testicule, et dont nous pouvons présenter ici, donc en vert comme nous l'avons fait, le feuillet viscéral qui est finalement accolé à l'albuginée. Et puis, il y aura une ligne de réflexion, comme nous l'avons vu, comme toute séreuse, ligne de réflexion qui ira se prolonger par le feuillet pariétal, et entre les deux, une cavité donc séreuse qui est remplie, qui est virtuelle, c'est-à-dire c'est une petite cavité de glissement qui est remplie d'un petit peu de liquide, qui est du liquide de type séreux et qui permet donc au testicule de glisser notamment sur sa paroi, sur ses enveloppes. Donc nous sommes là dans la vaginale testiculaire. Vaginale testiculaire, je vous rappelle, vaginal n'a rien à voir ici avec le vagin de la femme. Vaginal, ça veut dire, vagina, c'est la gaine. Donc ici, c'est une gaine, la gaine séreuse du testicule. Vaginal, on peut rajouter ici testiculaire. Nous verrons ensuite les rapports plus externes. Nous pouvons, à partir de cela, évoquer un certain nombre de points et agrandir tout d'abord les éléments ici en faisant une vue qui serait agrandie de l'extrémité d'un lobule ici. Donc voilà l'extrémité agrandie,
où nous avons donc les septula, que je vous ai dit sont finalement très fins et que nous exagérons ici. Nous avons là la région du rété testis, et nous avons donc les conduits séminifères droits qui viennent faire suite aux conduits séminifères contournés avec une arborescence ensuite vers le bas. Et je n'insiste pas, bien entendu, sur une structure qui sera décrite ou qui a déjà été décrite en histologie, également sur le plan cytologique, donc des épithéliums ici qui vont former les gamètes. Voici cette région. Nous allons trouver là, dans le médiastinum testis, le rété testis. Et nous allons ici, même si ce n'est pas la même échelle, placer des cellules particulières qui sont des cellules endocrines qui vont se trouver entre les conduits séminifères, qui forment des petits îlots de cellules. Donc ce n'est pas la même échelle, mais je les mets ici pour bien se souvenir de cette disposition qui sera précisée en histologie. Et ces cellules s'appellent cellules interstitielles. Elles portent bien leur nom, elles sont dans les interstices, cellules interstitielles, elles sont dans les interstices entre les conduits séminifères contournés, et on les appelle classiquement les cellules de Leydig. Cellules de Leydig, c'est lui qui les a découvertes vers 1850. Ces cellules sont des cellules endocrines. Il y a donc un tissu endocrine dans le testicule. Je vous rappelle que le testicule n'est pas une glande, le testicule est une gonade, c'est-à-dire que c'est la formation des gamètes, la gamétogénèse, en l'occurrence spermatozoïde, spermatogénèse, et en plus, il y a ce tissu endocrine par ces cellules interstitielles de Leydig qui viennent sécréter la testostérone, c'est-à-dire les hormones mâles et les androgènes. La testostérone. Et vous voyez que stérone nous évoque bien, l'aspect hormonal stéroïde, mais testo vient bien de testiculaire, c'est la stérone qui est sécrétée par le testicule au niveau microscopique de ces cellules de Leydig. Et ceci explique donc que dans la castration, on a deux aspects. On a un aspect où on perd la gamétogénèse et donc la possibilité de reproduction et la fertilité, mais on a aussi la perte de la sécrétion d'androgènes et de testostérone, et donc une perte des caractères secondaires masculins de virilité. Il faut bien distinguer les deux, car on peut conserver la fonction endocrine du testicule simplement ici en coupant le déférent. Nous en reparlerons avec le cours sur le déférent. C'est une vasectomie, soit un clip, soit une ligature, soit en enlevant un petit morceau. Et là, on va conserver le testicule vivant. Simplement, il n'y aura pas possibilité d'éjaculation et d'avoir une fertilisation. En revanche, comme le testicule fonctionnera, pour le plan endocrine, et je vous rappelle que toute sécrétion endocrine est sécrétée dans les vaisseaux, en dos à l'intérieur, on pourrait presque dire que la gamétogénèse est exocrine, on conservera l'aspect d'androgène. Ce que nous pouvons encore évoquer ici sur ce tableau, c'est ce qui se passera en échographie. L'échographie est un très bon examen, puisque finalement, c'est un organe très superficiel, nous l'avons dit, c'est extériorisé par le canal inguinal, et en échographie, donc où il suffit de poser la sonde sur le scrotum, on va voir l'albuginée qui entoure l'ensemble, et à l'intérieur, quelque chose qui est à peu près isoéchogène ici, mais homogène, qui est le parenchyme testiculaire. Donc c'est quelque chose qui apparaît en gris homogène en échographie. Et ce qui sera intéressant, c'est que bien entendu, on aura là la possibilité de détecter des fractures du testicule. Dans une fracture du testicule, vous aurez un hématome qui sera donc liquidien et qui viendra trancher avec cet aspect homogène. Et donc, le diagnostic sera facile. Mais là aussi, si l'aspect homogène est perdu, ce peut être une tumeur testiculaire, et en particulier un cancer du testicule qui apparaîtra donc de manière différente en échographie. Nous pouvons aussi évoquer cette vaginale testiculaire, et il peut y avoir un épanchement séreux comme dans toute séreuse, et donc dans ce cas-là, va apparaître du liquide qui n'existe pas normalement autour,
Et ce liquide est donc ici un épanchement. Et cet épanchement de la vaginale testiculaire peut être de deux types. Ça peut être un épanchement liquidien, comme une réaction synoviale classique, ou un épanchement péritonéal ou épanchement pleural. Et c'est ce qu'on appellera hydrocèle. Hydrocèle, c'est un épanchement liquidien avec des causes multiples au niveau de la vaginale testiculaire. Et donc, comme c'est du liquide, eh bien, il va trancher par rapport au parenchyme et ce sera très facile à voir en échographie. L'examen aussi clinique est très important. Il y a ce qu'on appelle aussi la transillumination. On peut placer une lumière derrière le scrotum et la lumière passe en partie et voir que c'est hydrique et non pas solide. Et puis, ce peut être du sang, notamment dans une fracture, et c'est ce qu'on appelle hématocèle. Donc, normalement, il faudrait préciser hydrocèle testiculaire, hématocèle testiculaire, mais en pratique, hydrocèle, ça correspond globalement au testicule. Ça peut être suite à un traumatisme, suite à une tumeur, il y a de multiples possibilités. Donc voilà ces différents éléments de la structure et nous allons maintenant voir les rapports du testicule et pour cela placer les deux testicules dans leur enveloppe qu'on appelle les bourses. Le terme officiel c'est scrotum et on pourrait même dire que c'est le scrotum unique qui est divisé en deux bourses, droite et gauche. Ce scrotum, le terme est un dérivé du latin, c'est ce qu'on appelle une métathèse où les lettres sont inversées. Donc en français, c'est scrotum, mais à l'origine, c'était scortum, qui voulait dire du cuir. Donc en forme de cuir, en forme de peau, une bourse en cuir. Et de scrotum, on est passé à scrotum. C'est ce qu'on appelle une métathèse. C'est très classique en linguistique. Donc nous allons à présent voir ces deux testicules. Donc taille d'une quetch. Ils sont maintenant vus de face ici. Donc le testicule droit. Le testicule gauche est en général un peu plus bas situé, c'est classique. Ceci, théoriquement, pourrait s'expliquer par le fait que la vascularisation veineuse est différente et que le retour veineux se fait un peu moins bien du côté gauche avec une stase, puisque du côté droit, on va directement dans la veine cave inférieure, alors qu'à gauche, le plexus piniforme puis la veine testiculaire vont dans la veine rénale gauche. Donc, théoriquement, le testicule droit est un peu plus bas. Et puis, je représente simplement pour l'instant l'ombre de ces testicules ou de la région testiculaire. Et nous allons faire une vue de face où nous placerons les différentes enveloppes. Et vers le haut, nous aurons ici relevé le pénis ici vers le haut. Alors, vous verrez que dans certains livres, et c'est exactement la même chose, on peut le couper. Là, ici, on l'a relevé. Donc, voici ici le pénis, le corps du pénis, c'est-à-dire la partie mobile, que nous avons ici relevé vers le haut, donc ici le pénis qui est relevé, pour dégager donc les bourses ou le scrotum qui est en dessous. Nous pourrions le couper, c'est ce qu'on voit assez souvent dans des ouvrages. Et le pénis passe donc en dessous de la symphyse pubienne, et nous pouvons ici représenter, eh bien, c'est la symphyse pubienne qui est au-dessus ici de la racine du pénis, et nous voyons les ligaments inguinaux, qui sont des repères importants. Je vous rappelle que ce ne sont pas des vrais ligaments, ce sont en l'occurrence des fibres qui correspondent au bord inférieur de l'aponévrose du muscle oblique externe de l'abdomen. Aponévrose égale tendon aplati. Mais pour des raisons de facilité, on continue à décrire cela comme un ligament spécifique alors que ce sont des fibres d'un tendon, d'un des trois muscles larges de l'abdomen. Et nous allons trouver à la partie médiane, ici l'orifice, au-dessus bien sûr du ligament inguinal, nous trouvons ici l'anneau inguinal superficiel que nous avions étudié avec la paroi abdominale. De cet anneau inguinal superficiel, nous voyons le cordon spermatique. Nous allons représenter sur le côté droit le cordon dans son entier. Et nous voyons ici sortir de l'anneau inguinal le cordon spermatique qui va rejoindre eh bien, le pôle supérieur de la région testiculaire. Et en fait, ce cordon spermatique qui est fibreux, nous en verrons la constitution et en reparlerons avec le déférent, vient se poursuivre ici par un sac fibreux qui est le sac testiculaire à l'intérieur duquel est contenu le testicule. Donc du côté ici droit,
nous mettons l'ensemble de cette structure fibreuse du cordon spermatique, c'est le fascia spermatique externe que nous représentons et qui se poursuit donc par un sac fibreux au niveau testiculaire et qui est donc le sac testiculaire proprement dit. Nous allons ici, je vais prendre un verre un peu plus large pour le remplissage. Nous avons ici donc ce cordon spermatique qui est issu du canal inguinal que nous avons étudié donc avec la paroi abdominale. Voici ici le sac testiculaire qui fait suite au cordon. C'est un tissu, ce fascia spermatique externe, qui est assez épais et qui vient entourer les éléments du cordon, notamment le conduit déférent et l'artère, et ensuite le testicule. Voici ici l'anneau inguinal superficiel que l'on peut palper à travers la peau, et on dit classiquement qu'on peut y placer la pulpe de l'index, ça vous donne à peu près la taille. S'il est plus dilaté, on peut avoir une hernie, nous en reparlerons. Autour de ce sac testiculaire, nous avons des fibres musculaires qu'on avait déjà évoquées avec le canal inguinal, c'est le muscle crémaster. Muscle crémaster, ce sont des fibres musculaires qui dérivent du muscle oblique interne de l'abdomen, puisque l'ensemble ici est entraîné lors de la descente du testicule. Ces fibres vont ici s'insérer en périphérie du fascia spermatique externe et descendant jusqu'au niveau testiculaire. Voici ici les fibres de ce muscle crémaster qui sont donc superficielles par rapport au fascia et que l'on voit très bien. Muscle crémaster issu du muscle oblique interne de l'abdomen qui va être innervé par des branches du nerf génito-fémoral. Nerf génito-fémoral, ici, qui vient innerver l'ensemble. Donc, petite branche du nerf génito-fémoral, plexus lombal. Et quand le muscle se contracte, il a une partie distale qui est mobile, puisque ici, il n'y a rien qui retient le testicule vers le bas. Et donc, nous aurons une ascension testiculaire. Lorsque le muscle crémaster se contracte, eh bien, on a une ascension du testicule. Alors, pourquoi une ascension du testicule? Eh bien, ceci est un mécanisme régulateur de la température testiculaire. Plus le testicule est proche du corps, plus la température va être proche de 37 degrés. Plus il est loin, plus on va avoir une température plus basse. On peut faire ici un petit schéma. Donc globalement, nous aurions ici cette enveloppe testiculaire. Nous sommes près du corps, ici à 37 degrés. Et en périphérie, nous sommes ici entre 32 et 34 degrés. Il se trouve que c'est favorable pour la spermatogénèse. À 37 degrés, la spermatogénèse est perturbée et c'est le problème justement de la cryptorchidie où le testicule reste coincé dans le canal ou à proximité du canal. On va avoir une perte de la gamétogénèse qui sera à un moment donné irréversible. Et ceci va permettre une adaptation, et ça existe chez beaucoup de mammifères et notamment chez tous les primates. Quand il va faire chaud, eh bien, le muscle crémaster se relâche et quand il fait froid, le muscle crémaster se contracte. Et se contractant, il rapproche le testicule du corps et augmente la température. C'est tout le problème aussi de cette discussion qu'il y a entre le port d'un short, voire d'une robe comme une djellaba, d'un short ou d'un slip. Et il a été clairement démontré que d'avoir un slip serré qui maintient le testicule contre la paroi abdominale, contre le corps, augmente la température testiculaire et fait baisser la fertilité. Autre élément par rapport à ce muscle crémaster, eh bien, c'est le réflexe crémastérien qui est très classique en neurologie. On va gratter ou chatouiller la face interne de la cuisse et il y aura une ascension réflexe du testicule. Donc la montée ici du testicule
qui sera le réflexe crémastérien, donc arc réflexe, qui va explorer le niveau médulaire L1, L2. Donc c'est intéressant puisque je vous rappelle que d'autres réflexes, comme le réflexe patellaire, on est en L4. Réflexe crémastérien L1, L2, qui est classique. Ce réflexe s'observe même dans, j'allais dire presque la vie de tous les jours. Si vous allez vous baigner, ou dans un lac ou dans la mer, si l'eau est froide, ben vous allez mettre un pied et en réflexe, votre testicule va remonter du même côté. Vous mettez le deuxième pied, l'autre testicule va remonter. Voilà donc ce premier côté. Et nous allons maintenant de l'autre côté ouvrir le cordon spermatique et la gaine testiculaire. Donc voici ici le cordon spermatique, puis ici donc ce sac testiculaire qui descend un petit peu plus bas. Voilà le cordon et le sac spermatique. Et nous aurons ouvert ici le cordon spermatique pour voir les éléments qui sont à l'intérieur et nous en reparlerons de toute façon. Voilà le cordon spermatique. Voilà ici l'anneau inguinal superficiel et nous pouvons voir des fibres du muscle crémaster ici en superficie du cordon. Ici, il est ouvert. Donc nous avons maintenant ouvert ce sac. Nous voyons qu'il est relativement peu épais mais résistant et inextensible, peu extensible. Quand on aura un épanchement marqué, il y aura un gros testicule malgré tout. Et nous allons voir à l'intérieur eh bien, le testicule. Testicule ici donc gauche. Je le représente plus petit qu'il n'est en réalité pour garder un espace entre la paroi et le testicule. Voilà ici ce testicule gauche qui est vu de l'avant. Donc nous voyons son pôle supérieur puis la fuite vers le pôle postérieur, avec l'albuginé ici donc, qui recouvre le testicule, et le testicule va être coiffé par l'épididyme, la tête de l'épididyme, que nous voyons ici, et l'épididyme, je vous rappelle, vient partir plutôt ici sur la face latérale. Donc voici l'épididyme. Sur la face médiale partant de la queue de l'épididyme, nous avons le conduit déférent qui va ici remonter, croisant la limite entre le corps et la tête de l'épididyme. Voici le conduit déférent qui vient remonter verticalement à l'intérieur du conduit, à l'intérieur du cordon spermatique. Nous reverrons le conduit déférent dans une synthèse. Et de la même manière, nous pouvons rappeler que par ce cordon déférent va arriver l'artère testiculaire, puis nous allons trouver le plexus pampiniforme, donc ces veines ici plexueuses qui entourent l'ensemble, qui peuvent se dilater de manière variqueuse pour constituer ce qu'on appelle, le terme est varicocèle. Donc on a vu hydrocèle, hématocèle, là c'est varicocèle. Et donc ce sera un cordon veineux, variqueux, qui peut se venir très jeune. Donc on peut avoir des adolescents qui ont déjà, ce n'est pas lié obligatoirement à l'âge, et l'aspect pourra surtout être un aspect finalement de gène esthétique, ou alors à un moment donné effectivement de stase qui peut compromettre la fonction testiculaire. Voici ici le déférent. Il y aurait sur le déférent aussi, je vous rappelle, l'artère déférentielle. Voici donc ces éléments, et à l'intérieur de ce sac, eh bien, nous allons trouver justement la vaginale testiculaire que je mets ici en vert clair. On pourrait la mettre de n'importe quelle couleur, c'est un code, hein. Certains le mettent en mauve ou en parme. Voici ici le feuillet viscéral de la vaginale qui vers l'avant vient en partie couvrir la tête, et puis ici nous avons donc ce feuillet viscéral qui va venir se réfléchir sur le feuillet pariétal qui tapisse la face interne du sac. Donc là, c'est fortement agrandi l'espace, il est en fait virtuel, c'est ce que l'on fait finalement pour toutes les cavités séreuses, pour montrer qu'ici, il y a un espace virtuel avec un petit peu de liquide. Ici, vu la taille, ce serait un épanchement, mais c'est volontaire pour qu'on comprenne bien où est cette vaginale. Donc,
Quand on veut faire une chirurgie du conduit déférent, on peut soit être en extravaginal, ouvrir ici le cordon spermatique ou la partie haute du sac testiculaire et on tombe sur le déférent. Et on n'a donc pas besoin d'ouvrir ici la vaginale testiculaire. Et l'ensemble, maintenant, des deux testicules va être contenu, et bien sûr, vous le savez, va être contenu dans le scrotum. Scrotum qui, là aussi, caractérise l'ensemble des primates et beaucoup de mammifères, c'est-à-dire cette poche cutanée externe qui contient les testicules. Et on peut parfois donc aussi employer le terme de bourse, sachant que bourse serait plutôt le côté droit, le côté gauche. Voici ici ce scrotum avec un repli au milieu qu'on appelle le raphé et qui vient former une sorte de cicatrice au niveau de la peau. C'est une peau qui est plissée de manière normale, plus ou moins plissée suivant la température extérieure. Voici ici ce scrotum, donc membrane cutanée, plissée, souvent plus pigmentée que le reste du corps, une peau plus foncée, avec des poils qui apparaissent relativement rares, contrairement au pubis, qui apparaissent à la puberté, et une coloration foncée chez certains primates, comme les babouins notamment, ou les mandrilles. La peau est bleue, et je vous rappelle que vous avez peut-être vu aussi, la figure est bleue, donc on a ce rappel d'une coloration bleu, violacée, rosée de la tête, et également du scrotum. Cette peau du scrotum a la particularité d'être doublée par une membrane qu'on appelle la tunique d'Arthos. Donc le terme officiel, c'est tunique d'Arthos. En pratique, on dit souvent le Darthos. Et Darthos, ça veut dire, au point de vue étymologique, c'est quelque chose qu'il faut écorcher, parce que cette tunique est très adhérente à la peau, et en fait, c'est un muscle cutané, un muscle possier, qui double ici la peau. Et ce muscle possier va donc avoir une innervation, là aussi particulière, qui sera une innervation de type somatique, qui va ici amener, lorsque le darthos se contracte, eh bien, un raccourcissement du scrotum, c'est le cas notamment lorsqu'il fera froid, et inversement peut se relâcher, et c'est ce qui se passe quand il fait chaud. Et donc, on aura ce double mécanisme, d'une part crémastérien d'adaptation de la position testiculaire, mais aussi au niveau du scrotum, la possibilité qu'il soit tendu en position froide ou au contraire détendu en position chaude pour que le testicule soit le plus loin possible. Et donc, bien sûr, l'ensemble ici de cette poche, c'est ce qu'on appelle le scrotum. Alors, il existe une cloison fibreuse entre les deux côtés, c'est ce qu'on appelle le septum du scrotum, qui va être pendu ici sous la symphyse pubienne. Voici ici ce septum du scrotum qui fait qu'en fait, il y a bien deux côtés, et c'est ce qu'on appelle la bourse droit, du côté gauche. Donc voici ici ces éléments. On peut compléter éventuellement un petit peu vers le haut ici la paroi abdominale, le ligament inguinal, et ici, on pourrait soit mettre la peau, soit ici le plan de l'aponévrose du muscle oblique externe de l'abdomen, recouvert par le fascia superficialis. Quelques éléments utiles pour conclure et utiliser ces données. Eh bien, vous voyez que on aura effectivement un examen facile des testicules, puisqu'on a simplement la peau autour. Ce sera aussi, bien sûr, une source de fragilité. Un coup dans les testicules, on peut amener à une fracture, et c'est une douleur également paralysante. Ceci permettra donc de détecter par palpation facilement des tumeurs. Il n'est pas normal d'avoir un gros testicule. Parfois, certains sont fiers d'avoir un gros testicule, alors qu'en fait, il s'agit d'une tumeur. Donc, un gros testicule, surtout unilatéral, et surtout s'il est dur et indolore, doit être examiné. Et on dit qu'une tumeur testiculaire est un cancer testiculaire jusqu'à preuve du contraire. Je vous rappelle aussi la possibilité de torsion qu'on appelle la torsion testiculaire, mais qui en fait est une torsion du cordon spermatique. Donc au lieu d'être linéaire, ce cordon vient se vriller sur lui-même et venant ici, on l'avait dit, menacer
très rapidement la vascularisation et amener une nécrose. Donc c'est une urgence chirurgicale que la torsion testiculaire. Et ce sera bien sûr facilement examinable, échographie clinique, et puis intervention chirurgicale, torsion testiculaire. Et ceci nécessitera donc une détorsion, on va tourner dans le sens inverse, détorsion, mais en général ça va récidiver. Donc il faut en plus faire une fixation du testicule vers le fond du scrotum, et c'est ce qu'on appelle une orchidopexie ou orchidographie. Orchidopexie ou orchidographie, c'est la même chose, c'est synonyme, orchidopexie, orchidographie. Donc ceci, on comprend que ce sera finalement très superficiel et facile. Ceci va aussi expliquer les mécanismes qu'on a de castration ou stérilisation. La stérilisation pourra se faire par vasectomie, on l'a dit sur le conduit déférent, on le reverra avec ce cours-là, mais la castration complète va pouvoir se faire assez facilement. Par exemple, chez des animaux domestiques comme le chien et le chat, on va faire ici une incision du scrotum et on va enlever les testicules, ce qui est très facile à faire. Mais il y a d'autres techniques classiques qu'on avait déjà évoquées, qui sont le bistournage. Donc on va tourner le testicule sur lui-même, on rompt l'apport vasculaire et le testicule va nécroser. Et une autre technique que l'on voit ici quand on présente le scrotum, c'est chez des animaux, notamment ça se faisait chez des bovins ou chez des ovins. Eh bien, on met un anneau élastique à la racine ici du scrotum, et qui vient donc supprimer la vascularisation, et entre 3 et 7 semaines, eh bien, le scrotum tombe et les testicules également, et on a donc cette castration qui va amener un veau, par exemple, pour le taureau. Il y a bien sûr ici, ce n'est pas du vide, il n'y a jamais de vide, c'est ici un tissu qu'on appelle tissu cellulaire sous-cutané, ce n'est pas de la graisse, donc ceci est aussi particulier, il n'y a pas d'amas ici adipeux, et ce tissu cellulaire va faire qu'il va y avoir une grande mobilité du testicule par rapport au scrotum et réciproquement. Un testicule qui est fixe n'est pas normal. Donc le testicule est quelque chose qui est très mobile dans le scrotum, la peau du scrotum sur le testicule et le testicule dans le scrotum ici, donc tissu cellulaire, on peut dire sous-cutané. Et il y a ici la possibilité d'œdème, de lymphœdème. Cet œdème peut arriver notamment dans des maladies parasitaires, et ceci se voit surtout dans des pays qui ont des parasites, par exemple en Afrique, en Asie, et vous aurez sûrement tous vu des photographies où l'on voit un individu, ici je représente très rapidement les éléments, le pénis ici, où on voit un individu, ici l'ombilic, qui a un scrotum énorme, ceci par éléphantiasis, c'est-à-dire une stase liquidienne de type lymphe, éléphantiasis, donc comme un éléphant, la maladie de l'éléphant. Donc un scrotum énorme, on peut aller jusqu'à plusieurs litres parce que la peau du scrotum va facilement se détendre, donc l'éléphantiasis. Et le dernier élément, bien sûr, qui est la jonction avec l'abdomen, ce sont les hernies inguinales qui sont caractéristiques de l'homme, puisque chez la femme, ici, dans le conduit, dans le canal inguinal, il n'y a que le ligament rond de l'utérus, donc il est beaucoup plus petit. Mais ici, cet orifice et ce canal est grand, et donc on peut avoir des hernies, c'est-à-dire le passage d'éléments de la cavité abdominale vers la région inguinale. Et ces hernies, si on fait un autre petit schéma comme avant d'un corps ici en vue de face, donc avec la région du ligament inguinal, c'est un homme, ici on représente le pénis, eh bien on peut avoir un côté qui va être plus important, alors ça n'atteint que rarement la taille d'un éléphantiasis, et ceci proviendra d'une hernie inguinale dont on a parlé avec la paroi abdominale et dont on reparlera avec le conduit déférent. Donc ici, hernie inguinale
qui est tout à fait caractéristique et donc qui va aussi donner une cause, entre guillemets, de grosse bourse. C'est une des questions classiques. Grosse bourse, ça peut être une tumeur testiculaire, ça peut être hydrocèle, ça peut être un éléphantiasis et ça peut être très fréquemment cette hernie. Cette hernie peut être congénitale ou acquise à la suite d'efforts. Donc ici, la hernie inguinale, très caractéristique. Et pour terminer par un point qui peut paraître anecdotique, mais qui est de la pratique chirurgicale, plastique, esthétique, avec l'âge, la peau du scrotum peut se détendre et il y a toute une série de cliniques esthétiques spécialisées dans ce qu'on appelle le lifting du testicule ou le lifting des testicules. En fait, c'est un lifting scrotal, c'est-à-dire qu'avec l'âge, le scrotum peut éventuellement se détendre et on va retendre ce scrotum en enlevant un morceau de peau. La cicatrice est quasiment invisible et donc c'est comme un scrotum de la face et ça, entre guillemets, ça rajeunit l'aspect testiculaire et scrotal. Voilà pour ces éléments du testicule, donc qui est un cours bien sûr très important avec des applications cliniques, là aussi fondamentales, notamment en urologie et en chirurgie d'urgence avec la torsion du testicule. Je vous remercie pour votre attention.